Bonjour tout le monde, nous voilà en 1946 et c'est une super année pour les festivals car nous avons le premier festival de Locarno en Suisse en août ainsi que le premier festival de Cannes qui a lieu en septembre alors qu'il avait été annulé déjà en 1939 à cause de la guerre. C'est aussi la fondation du Netherlands Film Museum, le musée cinématographique néerlandais à Amsterdam. Pendant ce temps-là, en URSS, la deuxième partie du film Ivan le Terrible a été censurée par Staline. Le Centre national de la cinématographie, le CNC, en France, est créé. Il sert à contrôler les recettes des salles d'exploitation. Les accords Bloomberg sont signés et une grande partie de la dette française aux USA sont annulées. Plus de 20 milliards de dollars. À ce moment-là, la France doit accueillir à bras ouverts le cinéma hollywoodien. Et c'est Marilyn Monroe qui signe cette année-là un contrat avec la 20th Century Fox. Pour les naissances cette année-là, je vais la faire courte parce qu'il y en a plus d'une vingtaine qui m'ont intéressée. Donc on va commencer par David Lynch, qui est un des réalisateurs que j'adore le plus, Steven Spielberg, John Waters, et pour les actrices Charlotte Rampling et Suzanne Sarandon, et encore Alan Rickman, que j'adorais tout particulièrement dans Harry Potter, mais pas que. De retour à Vevey, et plus particulièrement juste à côté de Vevey, à la Tour de Paix, où mon grand-père, cette année-là, reprend le cinéma du Bourg. C'est une année absolument incroyable pour les acteurs qui sont accueillis au sein du Rex, comme Zara Lander, qui est une actrice et chanteuse suédoise, Michel Simon ou encore Bourvil. Ils se produisaient sur scène avant que commence la projection. Michel Simon avait d'ailleurs interprété une pièce de théâtre suivie du film dont il était la vedette, et Sarah Lander et Bourvil ont présenté un tour de chant. Cette période faste fut de courte durée malheureusement, car les cachets devenaient de plus en plus élevés, il n'était donc plus possible de payer les vedettes. Le Rex reçut durant une courte période un guérisseur bâlois du nom de Sabreno qui utilisait ses pouvoirs d'hypnotiseur sur scène. Par la suite, il y en aura beaucoup d'autres, mais ce sera la suite au prochain épisode. Et place maintenant aux Oscars. Un drame psychologique, le roman de Mildred Pierce avec Joan Crawford, un film noir romantique, La maison du docteur Edwards de Hitchcock avec Ingrid Bergman à nouveau, un film musical fantastique, Escale à Hollywood avec Frank Sinatra et Gene Kelly, une comédie musicale psychologique, ça m'intrigue, Les cloches de Sainte-Marie avec Ingrid Bergman et Bing Crosby, vu dans le film précédent, et un film noir, Le Poison ou The Lost Weekend en anglais. Le film gagne l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, mais aussi du meilleur acteur au Golden Globe. Et ce n'est pas tout, car il gagne aussi la Palme d'Or à Cannes. Et c'est le seul film en 94 ans, avec Parasite, plus récemment, et Marty, qui a gagné les deux plus grands prix du monde du cinéma. C'est le troisième des 6 films que Billy Wilder a écrit avec Charles Brackett, son scénariste. C'est aussi la première fois à Hollywood qu'un film aborde l'alcoolisme, de manière non pas rigolote et humoristique, mais de manière tragique. Wilder a été fasciné par un roman autobiographique de Charles Jackson, du nom de The Lost Weekend. L'écrivain aurait fait une faute de frappe car il voulait écrire The Last Weekend, mais l'éditeur a préféré le titre tapé par erreur, tout comme le réalisateur d'ailleurs. Le studio subissait des pressions à la fois des marques d'alcool qui craignaient que le film incite à réduire la consommation d'alcool, et des militants anti-alcool qui avaient peur que le film encouragerait à la consommation d'alcool. Le réalisateur a donc vendu son film au producteur comme une histoire d'amour. Et pourtant, dans le livre, le personnage principal est gay, et ce n'est pas parce qu'il a le syndrome de la page blanche qu'il boit, mais parce qu'il ne s'accepte pas lui-même. Pour ce personnage d'auteur alcoolique, la production choisit un jeune premier, Ray Milland. Il a perdu 3 kilos en 2 jours pour jouer le rôle en suivant un régime à base de café, de toast grillé, d'œufs au plat et de jus de pamplemousse. Il ne buvait que 2 verres par mois d'alcool au grand maximum et pour se mettre un peu plus dans le rôle, il a bu quelques verres de bourbon. Mal lui en a pris, il a fini malade, il a plus touché d'alcool en 6 mois. Il a été jusqu'à se faire interner incognito dans l'hôpital psychiatrique de Bellevue de New York en compagnie d'alcooliques amenés là par la police. Au milieu de la nuit, il décide de quitter les lieux entre les personnes qui hurlent, qui délirent et qui pleurent, il n'en pouvait plus. Un policier l'empêche de sortir et c'est le chef infirmier qui finit par intervenir pour lui dire que c'était une star qui vient s'imprégner de l'ambiance de l'endroit.
La plupart des scènes ont été tournées dans la rue en cachant la caméra. Et la plupart du temps, l'acteur n'était pas reconnu, jusqu'au jour où une personnalité en parle aux journaux. Sa femme découvre ainsi son mari en état d'ébriété avancée et se sent publiquement humilié. Pour l'acteur, ce fut une satisfaction de se savoir aussi convaincant. Pour le rôle féminin, c'était Katharine Hepburn qui aurait dû jouer ce rôle. Malheureusement, elle était déjà sur le tournage de Sans Amour et a dû renoncer. Jean Arthur a refusé le rôle et pour finir, c'est Jane Wyman qui est choisie. Et c'est la Warner qui prête son actrice à la Paramount. Je vais donc aller voir ce film de ce pas et venir vous dire ce que j'en pense. Alors je dois avouer que ce film ne donne pas du tout envie de boire. Et désolé pour les marques d'alcool, mais effectivement, on a envie de réduire notre consommation plutôt que l'augmenter. Alors, c'est un film hyper sombre, la musique est hyper angoissante, voire même limite énervante à des moments. L'acteur joue divinement bien, l'actrice est incroyable, et d'ailleurs le personnage est un personnage fort et complètement différent des clichés qu'on a l'habitude de voir dans ces films pour les femmes à cette époque-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, même si on n'en ressort pas forcément très positif, on reste bizarre, mais c'est un film qui vaut la peine, vraiment. Prochain film, Les plus belles années de notre vie, de William Wyler, un film de guerre qui dure 3 heures. Je vais peut-être m'y remettre. Santé et à bientôt!